le haut potentiel est-il véritablement un génie? Est-ce que tout lui est véritablement facile? Ou encore, est-ce que le QI est le seul indicateur du haut potentiel? Est-ce que le haut potentiel est voué à une vie d'anxiété, de stress, de malheur, comme le titre d'un célèbre livre euh, le relate? C'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. C'est un sujet pour cette première vidéo sur cette première chaîne où je vais prendre position et je vais essayer de casser certaines croyances, certains mythes, certains stéréotypes pour permettre d'y voir un peu plus clair sur ce qui est véritablement le haut potentiel. Je suis moi-même concerné, j'en entends de toutes les couleurs et je m'aperçois que ces stéréotypes, ces croyances font plus de mal que de bien et parfois elles peuvent même être véritablement dangereuses. Et je vais commencer par le premier mythe, le fait que le haut potentiel est un génie ou que tout est facile pour le haut potentiel. C'est quelque chose qui nous vient, selon moi, d'un cliché, le cliché de l'enfant surdoué, l'enfant précoce, l'enfant brillant, hollywoodien, en tout cas mis en avant par les films, par les productions du cinéma, parce qu'il faut colorer la chose, il faut rendre la chose beaucoup plus attrayante. Je ne leur en veux pas, c'est un système, mais c'est quelque chose qui est totalement faux quand on apprend véritablement à connaître en fait ces personnes, cette niche, si vous me permettez de l'employer de cette façon. Pour la simple et bonne raison, c'est que 99% d'entre eux euh, n'ont même pas conscience de certaines parts de génie qu'ils peuvent avoir. Ça, je le reconnais que je trouve les hauts potentiels plus à même à avoir certaines parts de génie. Ça, c'est quelque chose d'expérience que je vois. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des génies ou que tout va leur être facile. Et parfois même leur zone de génie va être quelque chose de très compliqué pour eux. Non seulement à connaître, à faire briller, à... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça va être même très compliqué pour eux d'accepter parfois ces parts de génie pour tout un tas de raisons, notamment des manques d'estime. Mais quand on comprend ça, on comprend que c'est vrai, beaucoup de personnes peuvent les considérer comme des génies par certaines capacités, mais eux-mêmes sont les premiers à ne pas se considérer comme des génies dans de multiples, dans de multiples domaines. Je pourrais parler de la sphère sociale, qui peut parfois être assez compliquée, on va en parler juste en dessous. Je peux parler des choses qui peuvent être ouais, véritablement banales, comme les relations amoureuses, les relations amicales, le fait de se fondre dans une pensée qui est linéaire, une pensée qui est lisse. Bah, tout ça, c'est ce qui crée un paradoxe chez ce profil, parce qu'à l'inverse, c'est un profil qui, s'il met en lumière sa part de génie, et je dis bien une part de génie, il peut être à même à exceller, oui, exceller, maîtriser très rapidement, très efficacement dans des domaines qui peuvent être, à l'inverse, compliqués pour d'autres personnes. Je vais prendre mon exemple, mais je suis une personne qui a véritablement, je pense, du talent dans le fait d'apprendre. J'apprends les choses extrêmement vite, et en particulier dans le domaine de tout ce qui va concerner les relations humaines, enfin, plus sur l'ordre psychologie, neurosciences, rôle, enfin, ouais, toute cette sphère, c'est quelque chose que j'ai intégré beaucoup plus facilement que la plupart des gens en un claquement de doigts parfois. Et c'est véritablement un paradoxe et quelque chose que je voulais dire parce que c'est un mythe qui peut être dangereux et poser de nombreuses attentes sur le haut potentiel, déjà que eux-mêmes s'en posent déjà beaucoup vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur profil. C'est véritablement pas quelque chose qu'il leur faut. Le deuxième mythe qui me semblait être important à traiter, c'est celui du cadre scolaire, comme quoi que tous les hauts potentiels, ou en tout cas un grand nombre de hauts potentiels intellectuels, sont amenés à avoir des grosses difficultés scolaires. Je pense que c'est un automatisme beaucoup trop facile à faire, et c'est un automatisme qui est beaucoup trop facile à faire parce qu'il sert d'excuse à beaucoup de choses, alors que de nombreux facteurs rentrent en compte, et je pourrais n'en citer que deux. L'environnement familial ou le tempérament, le profil de base de la personne. Vous imaginez bien qu'une personne, au potentiel ou non,
qui vit dans une famille éduquée, qui a les moyens d'éduquer son enfant, de lui apporter une certaine pédagogie, de lui apporter des encouragements liés à cette éducation, va avoir beaucoup plus de facilité à réussir scolairement. Et c'est pareil pour le deuxième exemple, celui du profil. Vous imaginez bien qu'un profil rebelle, non conventionnel, créatif, qu'il soit au potentiel ou non, va avoir plus de mal à s'intégrer dans le cursus scolaire, peut-être même la société entière. Et c'est pas en soi leur haut potentiel qui a créé cela, c'est les facteurs que je vous ai donnés. L'environnement familial ou le, ou le fait d'avoir un tempérament particulier qui va fortement impacter sur tout le reste. Et c'est véritablement une distinction à faire et un piège dans lequel il ne faut pas tomber d'une manière automatique. Parce que non, échec au potentiel ne rime pas avec échec scolaire. Et plus important que tout, le croire, c'est tomber dans une prophétie autoréalisatrice. Et je vous le dis d'avance, si vous avez des enfants qui sont dans ce qu'on pourrait considérer le haut potentiel, si vous croyez automatiquement que votre enfant va avoir des difficultés scolaires parce qu'il est haut potentiel, vous allez faire de cela une prophétie autoréalisatrice et c'est beaucoup plus vrai que vous ne pouvez l'imaginer. Les croyances ont non seulement un impact sur nous, mais sur toutes les personnes qui nous entourent. Le mythe suivant, c'est celui du mythe du QI, ou en tout cas du test de QI qui est l'élément le plus important pour détecter un haut potentiel. Alors je pense que celui-là est sans doute l'une des plus grosses foutaises, c'est l'un des plus gros mythes liés au potentiel. C'est vrai que le test de QI va avoir son utilité pour tester la mémoire, la logique, la compréhension verbale, tout ce qui en réalité est normatif, ou en tout cas tout ce qu'on demande à une personne standard d'avoir, de faire en fait, comparé à nos sociétés et aux besoins de notre société. Il n'y a pas de mal là-dedans. En tout cas, il n'y a pas de mal là-dedans si on n'exclut pas tout ce que je vais énoncer par la suite. Hum, Inversement, vous imaginez bien qu'une personnalité, déjà, c'est quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus complexe, mais le haut potentiel l'est encore plus. Parce qu'un test de QI ne va pas prendre en compte sa créativité, son intuition, le fonctionnement global, sa façon de réfléchir, sa façon d'interpréter le monde. En fait, tout ça, c'est ce qui fait que le haut potentiel est haut potentiel et va souvent se différencier de la plupart des gens, ou en tout cas des gens qu'on peut considérer comme normaux. Donc, je le dis directement, je sais que ça ne va pas plaire, et notamment à beaucoup de thérapeutes qui surfent sur la chose, un test de QI n'a aucune véritable validité s'il n'est pas mis dans un contexte de suivi thérapeutique global. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Faire les choses dans la règle de l'art, c'est premièrement aller vers un thérapeute qui est honnête avec lui, avec sa pratique, qui connaît le domaine du haut potentiel parce que c'est un domaine à part entière et je pense qu'une personne à haut potentiel est souvent plus à même de traiter une personne à haut potentiel. C'est qu'un avis personnel, beaucoup de gens pourraient être pas d'accord, mais pour moi déjà il y a ces deux critères, mais il y a le critère du échelonner un suivi sur la durée et ce suivi c'est pas que des tests, ça peut être des tests multiples et divers, des tests de créativité, des tests sur énormément de sujets, mais c'est surtout des observations, des discussions, c'est comprendre l'architecture mentale, l'architecture émotionnelle, peut-être même aller jusqu'à comprendre l'architecture spirituelle de la personne pour mettre ça dans un ensemble et voir si cette personne correspond, oui ou non, à certains profils de haut potentiel, parce que là aussi, je ne vais pas faire une digression, mais juste une parenthèse, il existe énormément de profils de haut potentiel et c'est pas juste des cas, il faut comprendre les hauts potentiels, comme tout type d'humain, sont justement humains. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'organique. Donc, je vais le redire parce que c'est extrêmement important. Le test de QI, et que vous ayez 130 ou pas, ne définit pas si vous êtes un haut potentiel ou non, s'il n'y a pas de suivi global autour de cela. Ni plus, ni moins. C'est juste une honnêteté, une éthique de le dire. Du coup,
sans transition, un autre point à traiter, c'est celui du fait que les hauts potentiels seraient beaucoup plus sujets à l'anxiété et au stress. C'est quelque chose que je veux comprendre. Par là, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, de par certains profils, ou en tout cas de par certaines caractéristiques qu'a le haut potentiel, et notamment des caractéristiques liées à son aspect émotionnel, le fait d'être beaucoup plus empathique, le fait d'avoir du mal à filtrer les stimuli extérieurs, c'est vrai que ça peut causer des sources de stress, d'anxiété. Euh, c'est quelque chose que je n'enlève pas. Maintenant, à côté de ça, il n'y a véritablement aucune étude qui le démontre, et pourtant je crois qu'il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, et aucune n'a véritablement démontré ça sur un panel large de hauts potentiels. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je crois que c'est d'après les travaux de Nicolas Gauvry, c'est plus les hauts potentiels vont être plus sujets à une anxiété, mais une anxiété assez particulière, une anxiété liée à des sujets métaphysiques, notamment de par leur façon de réfléchir le monde, d'avoir une manière plus complexe, plus profonde de réfléchir le monde. Ça, c'est quelque chose qui tend à être un peu plus démontré, et c'est des choses que j'ai pu déjà vivre, que je vis constamment, mais que j'ai pu voir vivre de par la, la population de haut potentiel que j'ai de temps en temps l'habitude de fréquenter. Et en réalité, je pense que les hauts potentiels sont beaucoup plus sujets, capables de gérer l'anxiété et le stress que la plupart des gens. Je sais que ce que je dis, ça peut surprendre, ça va prendre à contre-pied, mais le haut potentiel va souvent avoir cette faculté à réfléchir les choses, à réfléchir les situations, à prendre du recul, à avoir une façon de penser assez méta, assez réfléchir sur ses pensées justement. Déjà, des personnes n'arrivent pas forcément à réfléchir sur des domaines, mais vous imaginez bien que pour certaines personnes, réfléchir sur des réflexions et réfléchir encore sur ces réflexions de ces réflexions, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Bah, faire cela, ça va véritablement aider le haut potentiel à trouver des stratégies et à s'adapter à des situations, à des stress, à des anxiétés. Au-delà de tout ça, c'est que c'est quelque chose que je peux remarquer, c'est que le haut potentiel est souvent aussi sujet à, à aller vers des voies de développement personnel, à s'intéresser à la neuroscience, au développement personnel, à la psychologie, à tout ce qui concerne la nature humaine, parce qu'il a véritablement besoin de se comprendre. Lui qui a du mal à mettre des mots parfois sur son fonctionnement, bah, il va essayer de comprendre les gens autour de lui avant tout. Et c'est ce qui va aussi lui permettre de se comprendre lui-même. Et ben, il faut comprendre que tout ça mis dans une globalité, encore une fois, ça nous apporte des capacités, des apprentissages pour être beaucoup plus compétent dans la gestion de notre anxiété et de notre stress. En fait, pour être encore plus franc avec vous, je ne pense pas que la gestion du stress et de l'anxiété ou le fait d'avoir plus de stress ou d'anxiété qu'une autre personne soit lié au potentiel, encore une fois. Je pense que c'est plus lié à un état d'esprit ou non. Et c'est quelque chose, vous me verrez souvent en parler parce que c'est mon angle d'approche avec cette chaîne, c'est vous donner des astuces liées à l'état d'esprit. Donc vous verrez, les contenus vont arriver, c'est un développement personnel adapté au potentiel. Donc voilà, c'est une parenthèse, mais c'était quelque chose que je voulais mentionner aussi parce que c'est encore, excusez-moi du terme, mais un putain de bullshit qu'il faut arrêter. Et ça me mène encore une fois à un autre mythe, et je pense que la transition va être parfaite, c'est que les hauts potentiels ne peuvent pas vivre heureux, n'ont pas accès au bonheur, parce qu'ils sont trop intelligents, parce qu'ils réfléchissent trop, parce qu'ils sont hypersensibles, bref, ainsi de suite, on pourrait en faire des heures. Je pense que, au-delà d'être un mythe et un stéréotype, encore une fois, c'est une croyance extrêmement nocive et dangereuse. Parce que le croire, c'est le renforcer. Et renforcer ça, c'est s'auto-convaincre que c'est une réalité, encore une fois. Et c'est là où ça devient dangereux parce que, à force de croire qu'on est trop intelligent pour être heureux ou que sais-je, bah, on commence à rentrer dans un schéma, dans une boucle infinie où bah, ça va être encore une fois une prophétie autoréalisatrice. C'est extrêmement dangereux que de penser cela. Les hauts potentiels, comme les autres personnes, ont autant d'opportunités de développer un bonheur qu'une autre personne. C'est un mythe que de croire l'inverse et je ne vois même pas en quoi le fait d'être haut potentiel
peut nuire au bonheur. C'est pas votre haut potentiel qui va nuire à votre bonheur. C'est ce que vous faites de votre haut potentiel et c'est quel état d'esprit vous avez par rapport à votre haut potentiel. Dans ce cas, comment définir qu'une personne à haut potentiel, euh, on va l'appeler Albert, peut être extrêmement heureux dans sa vie euh, et qu'une autre personne haut potentiel peut être extrêmement malheureuse dans sa vie. Souvent, ça va devenir de croyance. Il y a une personne, elle va croire que son haut potentiel est un don béni des dieux qui lui permet de faire tellement de choses intellectuellement, spirituellement, émotionnellement. Et de l'autre côté, vous allez avoir une personne qui va être, excusez-moi, dans une mentalité de victime, qui va croire que son haut potentiel est une malédiction. Il va se dire que euh, il a trop d'émotions, qu'il ne sait pas les gérer, qu'il ne pourra jamais les gérer, que son état d'esprit, enfin que que son aspect mental part dans tous les sens. Oui, c'est des choses réelles, parfois dans notre vie, mais c'est des choses on peut apprendre à le gérer. Je vous le dis, c'est arrivé pour moi, c'est arrivé pour plein de hauts potentiels. Vous pouvez apprendre à le gérer à condition de sortir de certains de ces mythes et de ces stéréotypes qui vous bouffent la vie. En fait, encore une fois, je vais remettre ça sur le tapis, mais je pense que les hauts potentiels, de par leur faculté à s'orienter vers des voies de développement personnel, ou en tout cas à s'intéresser à ça, sont beaucoup plus sujets d'attirer à eux le bonheur plutôt qu'une personne. Et je pourrais prendre en compte ne serait-ce qu'une caractéristique. Je trouve que beaucoup de hauts potentiels ont une conscience d'eux et du monde beaucoup plus accrue. Ça leur permet d'avoir une intelligence introspective et une intelligence qui peut être parfois existentielle. Bah, ces intelligences, elles sont ni plus ni moins le terreau fertile à apprendre à nous connaître. Et apprendre à nous connaître, je vous le jure, et je sais que c'est quelque chose qui ne se dit pas, mais je vous le jure, c'est véritablement quelque chose qui crée notre bonheur. On crée notre bonheur avant tout en nous, avant tout en apprenant à se connaître. Une fois qu'on a appris à se connaître, on a les cartes en main et c'est à nous de composer avec dans cette vie. Donc véritablement, vous avez tout autant de capacité à être heureux comme une autre personne pourrait l'être. Et je vais finir sur cette parenthèse. Je suis coach, j'ai souvent été un confident de beaucoup de personnes. C'est comme ça. Je peux vous assurer que beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez sont véritablement heureux dans votre vie. Et en fait, j'irai même plus loin. Les personnes que vous pensez les plus heureux dans votre vie ont aussi beaucoup de pardon, beaucoup de problèmes et sont pas si heureux que ça. Et au potentiel ou non. Donc, comprenez-le bien et mettez en avant dans votre vie des choses qui vont vous pousser à être heureux. Et ces choses, c'est pas moi qui les a, c'est vous qui devez apprendre à vous connaître. Et j'espère à travers cette chaîne et d'autres chaînes YouTube que ça va vous amener à apprendre à plus vous connaître, à être plus heureux et tout ce que vous souhaitez dans la vie. Un autre mythe que je voulais traiter, c'est celui du fait que haut potentiel rime avec difficulté sociale. Alors, c'est peut-être le mythe que je pense être un peu plus vrai que les autres, mais pas à 100%, et encore une fois, je vais apporter de la nuance. Alors, il est réel que beaucoup, ou en tout cas un nombre certain de hauts potentiels, ont des difficultés sociales, parce qu'ils n'arrivent pas à se conformer dans un moule, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les règles sociales, parce qu'ils ont des intérêts différents, des modes de fonctionnement différents. C'est des choses que j'ai pu vivre, donc c'est peut-être le point où je vais être encore moins objectif, même si je vais essayer de l'être. Premièrement, je pense que c'est faux parce que beaucoup de hauts potentiels ignorent avoir des dons et des talents spécifiques dans la sphère relationnelle. C'est des choses que je vis petit à petit, dont je m'aperçois pour moi-même et en remarquant aussi, en fréquentant des hauts potentiels, je m'aperçois que beaucoup plus de hauts potentiels qu'on ne le pense ont véritablement des dons sociaux. Et ces dons, en fait, c'est dû à leur mode de fonctionnement et à certaines de leurs caractéristiques. L'empathie vous permet de comprendre beaucoup mieux les personnes que vous avez autour de vous. C'est véritablement un cadeau de la vie. Le sens des valeurs qui est souvent accru chez le haut potentiel, ça vous permet d'avoir peut-être moins de relations, c'est une réalité, mais ça vous permet d'avoir des relations basées sur quelque chose de beaucoup plus solide, sur l'honnêteté, la loyauté. Et vous ne prenez peut-être pas tout cela pour des dons, mais je vous dis que à notre niveau d'intensité en tant que haut potentiel, toutes ces choses sont véritablement des dons
et des choses qui peuvent se transformer en talent. Les relations sociales s'apprennent. Et les relations sociales s'apprennent. Elles s'apprennent peut-être pas de la même manière pour un haut potentiel qu'elle le sera pour une autre personne. Ça, je le conçois. Je pense qu'une personne à haut potentiel commencera à ne plus avoir de difficultés sociales quand elle commencera premièrement à s'accepter. C'est véritablement le secret. Et lui permettre de s'accepter à une personne au potentiel va faire en sorte qu'elle n'aura plus à suivre les règles sociales dites, mais à créer les siennes. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que quand vous créez vos règles, vous allez magiquement rencontrer, créer des choses qui vous correspondent profondément au lieu de vous fondre dans un moule qui ne vous correspondra pas et où vous mettez des masques. Et c'est des choses que vous n'avez pas à faire. Et plus vous allez mettre des masques, plus vous allez avoir de difficultés sociales. Je ne peux pas le dire autrement. Donc voilà pour ce mythe. Il y a un autre mythe que je veux traiter, c'est celui de la pensée arborescente. Alors, c'est plutôt le mythe que la pensée arborescente est l'apanage des hauts potentiels. Premièrement, la pensée arborescente n'existe pas d'un point de vue neuroscientifique et psychologique. En tout cas, d'après les informations que j'ai jamais vu ça dans un livre de psychologie ou dans un livre de neurosciences. On va plutôt appeler ça, je crois, la pensée divergente. Mais, mais pour faire simple ici, je vais appeler ça la pensée arborescente, et aussi parce que les personnes qui le vivent, comme moi, savent qu'il y a une réalité derrière tout ça. Mais la pensée arborescente n'est pas une particularité au haut potentiel. C'est vrai que le haut potentiel peut avoir des avantages liés à ce type de pensée qui foisonne d'idées, cette pensée qui est créative. C'est peut-être, sûrement, pour beaucoup de hauts potentiels, un mode de fonctionnement par défaut. Et c'est souvent ce qui va faire que le haut potentiel va avoir l'impression de partir dans tous les sens, d'avoir un mental qui ne s'arrête jamais, parce que ce mental ne s'arrête jamais, disons-le, disons-le. Maintenant, il faut comprendre que c'est une pensée que tout le monde peut avoir déjà et que tout le monde peut développer, même si elles ne sont pas au potentiel. C'est une question d'effort dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que certaines personnes vont avoir moins de faculté à penser créativement pour faire un raccourci, mais ça se développe. Tout le monde peut la développer, tout le monde peut la travailler. Donc, c'était quelque chose que je voulais aussi mentionner là, parce que j'entends souvent dire seuls les hauts potentiels ont la pensée arborescente. Non, c'est faux. Tout un tas de personnes, et en fait, toutes les personnes au monde peuvent avoir cette pensée. Et je vous dirais même que selon les contextes, on peut changer de type de pensée. Et c'est même important, je pense, de repenser ces schémas de pensée, de repenser ces modes de fonctionnement, ces processus. Parce qu'il y a des situations qui vont vous demander de penser d'une manière beaucoup plus logique, beaucoup plus tangible. Et des fois, bah, vous aurez à l'inverse besoin d'une façon de penser beaucoup plus créative, beaucoup plus foisonneuse. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui aura fait écho pour vous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à m'écrire en commentaire si vous avez, premièrement, si vous avez des sujets sur lesquels je peux traiter. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse fortement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a d'autres mythes qui vous intéresseraient que je traite, soit parmi ceux que j'ai donnés, ou soit d'autres que j'ai oubliés, pour les traiter encore plus en détail et donner peut-être même des outils de coaching, des façons de faire. Ça peut être intéressant. Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite de prendre soin de votre haut potentiel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.